Amis auditeurs, bonsoir, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du Pharma Group, une émission qui ambitionne d'accompagner les professionnels de la santé tout au long de leur parcours dans un contexte un petit peu particulier de cette épidémie mondiale qui touche également notre pays, l'épidémie au Covid-19. Donc la comprendre, il s'agit de la comprendre, donc comprendre cette épidémie afin de mieux la combattre. Avec nous pour en parler ce soir, le professeur Rabah Eid Hamouda. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur en infectiologie, hein, vous êtes issu de l'école des maladies infectieuses de Constantine. Vous avez dirigé également le service des maladies infectieuses de cette île, de 84 à 98. Et depuis cette date, vous êtes à Batna, l'université de Batna. Vous êtes également vice-président chargé de la commission scientifique de la Société algérienne d'infectiologie. Vous êtes donc une personne toute désignée pour nous parler, pour nous éclairer sur ce coronavirus. Merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci bien. Alors, tout de suite, la première question, comprendre cette épidémie. Pourriez-vous nous parler un peu de cette nouvelle maladie et de son origine? Je vous remercie pour l'invitation. J'aimerais préciser une chose, c'est que tout ce que je vais dire, je vais le dire en mon nom et non pas au nom de la société. Voilà, pour que personne ne soit... donc, je parle personnellement en mon nom. Vous dites une nouvelle maladie, effectivement, c'en est une. C'est ce que l'OMS appelle les maladies émergentes. Ce sont surtout des maladies infectieuses émergentes qui sont dues à des bactéries ou des virus, etc., qui ont marqué un peu ce 21e siècle et qui viennent un peu alourdir le fardeau de toutes les pathologies liées au développement, c'est-à-dire le diabète, le syndrome métabolique, l'hypertension artérielle, les cancers, etc. Donc, on pensait que les maladies infectieuses avaient disparu, avec les antibiotiques, etc. Et maintenant, la transition épidémiologique est faite, mais en fait, quand on se rend compte que ces maladies infectieuses finissent toujours par nous surprendre et de jour en jour. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de ces maladies émergentes? Ce sont pour la plupart des maladies zoonotiques, c'est-à-dire que ce sont des maladies infectieuses qui sont des maladies des animaux, souvent virales pour plus de 80% des cas. Et ces virus sont dans le monde animal, ils circulent très bien dans le monde animal, il n'y a aucun problème. Et puis un jour, pour une raison X, pour une raison donnée, parce que l'homme a détruit l'environnement où vit cet animal, parce que l'homme s'est rapproché de ces animaux, parce que l'homme a complètement provoqué une déforestation qui a fait que les contacts entre l'homme et l'animal est devenu plus fréquent. Et bien, ces agents pathogènes de ces animaux ont su passer de l'animal à l'homme. Justement, parlez-nous un peu de ce passage qui est relativement important pour nous, pour nous aider à comprendre un peu ce qui s'est passé, cette mutation extraordinaire. Allez-y. Oui. Alors, c'est ce qu'on appelle le saut d'espèce ou bien le franchissement de barrières interespèces. C'est-à-dire que, en fait, chaque agent pathogène a une spécificité vis-à-vis d'un hôte quelconque, que ce soit un animal, une herbe, une plante ou bien l'homme. Il y en a qui ont la chance d'avoir le tout, comme le virus de la grippe. Mais il y a une spécificité d'espèce. Mais il se trouve que certains virus, particulièrement des virus, ils ont toujours... vous savez, le but de la vie, qu'est-ce que c'est? Le but de la vie à l'échelle biologique, la définition biologique, le but de la vie, c'est la pérennisation de l'espèce. Et chaque espèce vivante a besoin de se pérenniser. Et chaque fois que l'on donne cette chance à ces virus, ils vont acquérir des mécanismes de passage de l'animal à l'homme. Alors c'est un problème de génétique, je suppose? Oui, alors ça on le voit beaucoup plus avec les virus qui ont une plasticité génétique, c'est-à-dire qui ont des mutations, et ça se voit essentiellement avec les virus RNA, qui vont subir des erreurs de transcription et qui vont aboutir à soit, par exemple, un phénomène de résistance vis-à-vis d'un antiviral, ou bien avoir une clé, une protéine qui va lui permettre de s'adapter à un nouvel hôte.
Et une fois qu'il a cette clé, eh ben, il va pénétrer chez cet autre. Et quand l'occasion se présente, il va pénétrer chez cet autre. Alors, ce franchissement, il va se faire sur plusieurs étapes. Hein. L'exemple de ce virus qu'on voit maintenant, c'est ce qu'on appelle le virus SRAS, le virus du SRAS, qui est un coronavirus. En fait, ces coronavirus sont des virus qui sont très anciens. Très anciens, je ne connais pas les vétérinaires. Et puis, dans les années 60 ou 70, on a découvert qu'il y en avait quelques-uns qui circulaient chez l'homme, et qui sont des gens qui ils font des grippes, etc. Il y en a un qui est méchant, qui est un peu, le ML63, il est un peu méchant, mais généralement, ce sont ce qu'on appelle les human coronavirus. Ils sont gentils, oui. Et puis en 2003, il y a un coronavirus d'une chauve-souris est apparu chez l'homme en Asie. Les chauves-souris, pardon, ce sont les chauves-souris. Dans quelle région du globe? Alors ce sont surtout les chauves-souris frugivores. Hein. Ce ne sont pas les chauves-souris insectivores telles que nous avons chez nous. C'est ce qui a été observé par Ebola en Afrique, c'est ce qui est observé pour les Nipah et l'Andra en Australie et en Thaïlande, et ce qui est observé également en Chine et au Vietnam avec des chauves-souris chiroptères. Ce sont de grandes chauves-souris, d'ailleurs que les gens mangent, hein, ce qu'on appelle les renards. Et qui, paraît-il, ont un très bon goût, je ne sais pas, je n'en ai pas mangé, mais c'est pas le fait c'est pas le fait d'en manger. Les Asiatiques, ils en ont mangé depuis des millénaires. Le problème, c'est qu'il y a eu un passage de ce virus. Alors, ce virus circule chez chauves-souris. Il faut comprendre une chose, c'est que chez les chauves-souris, ce sont de véritables banques à virus. Ce sont des banques à virus. Il y a des milliers de virus qui circulent dans le monde des chiroptères. Les chauves-souris de notre pays sont-elles également des banques à virus un peu comme... Oui, certainement qu'elles doivent transporter des virus, mais qui pour le moment ne sont pas visibles chez l'homme. On n'a pas encore décrit, et j'ai un ami qui est cryptologue, il est de Béjaïa, qui est très infiltré qui fait beaucoup de travaux sur ça, mais pour le moment, il n'y a pas encore de description de pathologie, passage de la chauve-souris algérienne, maghrébine, à l'homme. Donc, c'est pas la même chose, hein, c'est pas la même chose. Donc, ce sont ces chauves-souris qui vont passer à l'homme. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi ça s'est fait maintenant? Eh bien, ça s'est fait maintenant parce qu'avant, il y avait un équilibre. Les chauves-souris, elles étaient dans leur place, l'homme était dans sa place, mais comme l'homme a commencé à violer l'environnement, il a commencé à faire des déforestations, il a commencé à envahir, à détruire l'environnement, et bien tous ces animaux maintenant, ils sont rentrés. Et chaque fois que plus ces contacts se font, et plus c'est autant de chances pour l'agent pathogène de pouvoir essayer une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, jusqu'à arriver à s'implanter. On a donc parlé de ces chamboulements, de cette intervention humaine à travers son action sur son environnement. L'élevage industriel, c'est une catastrophe en termes de santé publique. Parce que le fait, quand vous avez des virus chez les poules, et puis que les poules sont dans la campagne, il n'y a aucun problème, il y a très peu de contact. Mais si vous faites un élevage intensif, l'élevage intensif, c'est un multiplicateur, un propagateur de virus. C'est ce qui s'est passé avec la grippe H5N1. Okay. Donc, on peut s'attendre donc à ce que la situation mondiale, les sociétés industrialisées soient plus exposées que le continent africain. Par exemple, quelle est la situation dans le monde et donc dans notre pays? Alors, la situation dans le monde, bon, tout le monde le connaît. Ce qui est extraordinaire actuellement, c'est que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on vit une épidémie, une pandémie mondiale en direct sur les plateaux de télévision. C'est extraordinaire. On voit ce qui se passe en Chine, ce qui se passe aux États-Unis, sur la télévision, sur l'Internet. Il faut dire que maintenant, nous sommes dans un monde qui est globalisé en termes d'information, il est globalisé en termes de commerce, il est globalisé en termes économiques, mais il est également globalisé en termes d'échange des agents pathogènes. C'est-à-dire que moi, je suis en Chine, ou là ailleurs, j'ai contracté le virus, eh ben, je vais, avec mes vols, avec mes voyages, je vais le ramener en Europe, et c'est comme ça que le virus est arrivé en Europe, aux États-Unis, un peu partout, en Algérie, partout. Donc, ce n'est pas une maladie des pays développés. Le problème qui se pose, c'est que le virus va émerger quelque part. Il faut comprendre une chose, c'est qu'un virus cherche toujours à conquérir des espaces d'expression. Et les agents pathogènes ne connaissent pas de frontières. Ils ne connaissent ni frontières
économiques, ni frontières administratives, ni frontières géographiques. Les seules frontières qu'ils connaissent, ce sont les frontières éventuellement qui sont liées à la présence d'un vecteur quand il s'agit de maladies vectorielles. Et ceci a été remis en cause. Donc, chaque fois que l'occasion va se présenter à cet agent pathogène, il va en profiter et il va se disperser dans le monde. Et ça, c'est inévitable. Le deuxième point très important qu'il faut retenir de cette épidémie, donc, on la vit de façon virtuelle, du professeur en infectiologie jusqu'au petit gamin, serveur de café, il suit les informations, hein. On est bombardé d'informations, on vit quelque chose d'extraordinaire. Deuxièmement, c'est une épidémie où on a fait la preuve, c'est extraordinaire. Hein. L'épidémie a commencé le 27 décembre, le 10 janvier, on avait l'agent pathogène. C'est-à-dire que nous sommes à un stade de la médecine est devenu à l'échelle moléculaire et des machineries bioinformatiques. On n'est plus dans la médecine d'antan, c'est fini. Si on n'a pas ces outils, si on ne s'inscrit pas dans ce concept de bioinformatique et d'échelle moléculaire, on sera en retard d'une ou de deux guerres. Le troisième point qu'il faudrait retenir, ce sont des maladies qui sont pour la plupart urbaines. Il n'y a pas eu de cas dans les villages. Urbaines, pourquoi? Vous savez qu'en Algérie, 50% de la population vit en zone urbanisée. En 2050, nous serons 80% en ville, à vivre dans des villes. Et l'urbanisation, c'est ce que moi j'appelle homo urbanus. Hein, homo urbanus. Donc l'urbanisation, c'est un concentré de pathologie, c'est un concentré de facteurs de risque, c'est un concentré de promiscuité, c'est un concentré d'échange, c'est un concentré d'explosion de pathologie. On pourrait penser, pardon, professeur, on pourrait penser que nous avons les moyens, dans un monde urbanisé, dans un monde moderne, on pourrait penser que nous avons les moyens de nous défendre face à toutes ces attaques naturelles. Quelle est la situation actuelle? Avons-nous les moyens de faire face à cette maladie? Alors, qu'est-ce qu'on entend par moyen? Moyen à l'échelle. Finalement, vous savez, quand l'épidémie était en Chine, on regardait ça de très loin, on se disait, oui, la Chine, mais les Chinois, ils ont fait un travail merveilleux. En un mois, ils ont réglé le problème, ils ont trouvé l'agent pathogène, la trousse diagnostique, ils ont trouvé la technique de riposte qui consiste au confinement, dépistage et traitement. C'est extraordinaire ce qu'ils ont fait. Bon, maintenant, il faudrait quand même qu'il y ait tous ces moyens, hein, et puis on s'est rendu compte que les autres pays se disaient, oui, mais on est un peu plus fort, oui, on va voir, et puis on ne voyait pas ce qui se passait exactement en Chine. Et là, on s'est rendu compte du problème, c'est quand c'est arrivé en Europe. Et là, en Europe, on a les images. On a les images de ces services qui sont dépassés. On a les images de cette panique. On a les images de ces échecs. On a les images de ces échecs qui sont dus à un retard dans l'anticipation, à un retard dans la prise de décision. Et on le paye très cher. Vous savez, les États-Unis maintenant, ils sont classés premiers, plus de 100 000 cas. Ils ont dépassé la Chine. Oui. C'est-à-dire que le fait d'avoir des missiles, le fait d'avoir la bombe atomique, le fait d'avoir des moyens, d'avoir tout ce qu'on veut, finalement, on a été incapable de faire une riposte intelligente pour prendre en charge cette pandémie. Les seuls qui ont réussi, hein, qui ont du moins amoindri l'effet, ce sont les Coréens, Singapour, l'Allemagne, parce que on en parlera après, mais parce qu'il y a des prises de position qui sont très importantes. Alors, concernant les chiffres, est-ce qu'il faut donner des chiffres? Bon, je crois que les chiffres sont un peu partout. Hein. Vous ouvrez n'importe quel site, vous allez trouver les chiffres. Maintenant, il y a des chiffres qui dépassent on va arriver peut-être au milliard. Hein. Ça, on est à 500 000, 700 000, etc. Avec un taux de létalité, pas de mortalité, de létalité. C'est-à-dire le nombre de cas décédés sur le nombre de cas reconnus, diagnostiques. D'accord? Oui. Parce que on n'a pas le nombre exact de personnes infectées. Et c'est une maladie qui est catastrophique. C'est un volcan. C'est une maladie tueuse. La plus grande, je crois que la plus grande erreur qui a été commise au départ, c'est d'avoir comparé cette maladie à la grippe. Oui. Et c'est venu d'Europe. Les Français, d'ailleurs, même certains, honte scientifique, oui, c'est rien du tout, la grippe, elle tue plus que ça, etc., etc. Moi, je ne vois pas pourquoi on compare deux choses qui sont tout à fait différentes en termes de transmission, en termes de facteurs de risque, en termes de riposte. La grippe, on a tout, c'est une maladie qui est aussi vieille que l'homme, on la connaît très bien. On a le vaccin et on n'est pas arrivé à la contenir. Oui. On a le vaccin, on n'est pas arrivé à la contenir. On n'est pas arrivé à diminuer la mort vivant, la mortalité. On veut la comparer avec une maladie nouvelle,
qui est venu d'Orient avec tous ces mystères et dont on ne connaît rien, si ce n'est par analogie à quelque chose qui s'est passé en 2002. Et là, le fait de dire que c'est une grippette, ça rassure un peu la population. Alors les gens ne prennent pas de précautions. Et quand on se retourne, c'était trop tard. Lorsqu'on Oui, voit, lorsqu'on voit, professeur, les savants, les équipes de chercheurs, on voit souvent des consoeurs, des confrères algériens qui font partie de ces équipes et malheureusement qui sont expatriés. Euh, comment peut-on percevoir la chose et comment peut-on rester, garder ce berceau de compétences dans notre pays pour mettre en place ces dispositifs, promouvoir la recherche? moi, je pense que, vous savez, quand on parle est-ce qu'on est capable de prendre en charge, faire face à cette épidémie, répondre à cette question, moi, je dis d'abord, est-ce qu'on a les compétences? Vous savez, on a beaucoup dit du mal du médecin algérien. On n'arrête pas de dire du mal du médecin algérien. Vous savez, si le médecin algérien n'était pas bon, il ne décrocherait pas des postes au Canada, en Suisse, en Allemagne, en France et ailleurs. Donc, quelque part, il a une qualification, il a un savoir-faire. Donc, arrêtons de dire que le médecin algérien n'est pas bon. Maintenant, il y a le médecin, il y a les compétences, il y a l'environnement de soins et les moyens de soins. Et c'est ça. Voilà, j'allais vous poser la question. Voilà. Parce C'est que ça. souvent, Ces médecins ils brillent ailleurs parce qu'ils ont l'environnement qui leur permet d'évoluer de façon scientifique, les moyens qui leur permettent d'exprimer leurs compétences et leurs capacités qu'ils n'ont pas eu ici. C'est ça le problème. Ces médecins, ils ne sont pas partis comme ça, ils sont partis avec une douleur dans le cœur. oui. Moi, j'étais en France, j'ai passé beaucoup d'années en France. Je suis revenu parce que j'avais des obligations. Mais ces médecins qui partent, c'est parce que on n'a pas pu les retenir. On n'a pas su les retenir. On n'a pas su leur donner le nécessaire. Mais je pense qu'avec cette politique maintenant, il est temps qu'on change un peu l'approche et la conception des choses. On a vu que effectivement, il y a un problème de fuite parce que l'environnement ne suit pas. Dans l'environnement, il y a cette notion d'infrastructure. Et qu'en est-il au niveau des infrastructures? Écoutez, je vais vous dire une chose. Vous partez de Annaba jusqu'à Oran, et puis vous partez d'Alger jusqu'à Tamanrasset. Ok. Alors, vous êtes à Annaba, CHU, faculté de médecine. 100 km, CHU, faculté de médecine, Constantine. 100 km à Batna, faculté de médecine, CHU. 100 km Sétif, faculté de médecine, CHU. Béjaïa, la même chose. Alger, on a 10. Belapest, Lemsel, etc. Dans le sens est-ouest. Dans la verticale, il n'y a rien. Un. Deuxièmement, en termes de structure, qu'est-ce qu'on a fait? Je ne sais pas. En termes de structure, c'est vrai qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Il y a eu les fameux 120 lits qui ont été construits dans les daïras. C'est des médecins, c'est des hôpitaux qui répondaient à un besoin de santé de l'époque qui était suffisant dans les années 70-80. Ok? Très bien. Mais jusqu'à maintenant, avec toutes vous savez, quand on parle de l'hôpital Attar, par exemple, qu'est-ce que c'est que l'hôpital Attar? C'est un hôpital qui est dédié aux maladies contagieuses. C'est-à-dire, quand les Français sont venus, ils ont trouvé qu'il y avait beaucoup de maladies contagieuses. Et ils ont créé un hôpital spécifiquement dédié aux maladies contagieuses qui sont la peste, le choléra, le typhus, etc. C'est-à-dire, on construit une structure en réponse à un besoin de santé prévalent. OK? Vous avez la même chose, le sanatorium, celui de Batna, celui de Sétif, celui de Bnissous, ils étaient dédiés à la tuberculose. C'est tout à fait logique, c'est-à-dire je construis une structure pour répondre à un problème de santé qui est devant moi. Ça veut dire qu'à ce moment-là, oui, ça a été fait maintenant. Oui, maintenant, ça a été fait maintenant. Par exemple, faire l'Institut du Rhin, oui, il faut le faire. Et c'est bien. On répond à un besoin de santé qui est la maladie chronique, rénale chronique. Faire des centres anti-cancer, oui, il le faut parce que nous avons des malades à prendre en charge. Faire des instituts de cardiologie de pointe, oui. On ne demande pas à un cardiologue de traiter l'hypertension artérielle. L'hypertension artérielle est du domaine du généraliste. Le cardiologue, il doit s'occuper d'autre chose. Alors, si vous permettez,
si vous permettez, Oui, professeur, ça introduit cette notion de cette volonté politique, c'est-à-dire l'analyse des besoins, et ensuite, à partir de absolument, là, quelle est la volonté politique qui est mise absolument. pour, Oui, euh, pour faire face absolument, à ça. absolument. Écoutez, que ce soit en infrastructure ou en formation, c'est pour répondre à un besoin. OK? Très bien, très simple. Moi, je fais partie de la première promotion de la réforme universitaire des années 71. OK? Dans notre formation, on a une formation modulaire et on avait, par exemple, vous avez un stage d'internat qui faisait 9 mois de gynéco, 9 mois de pédiatrie, etc., etc. 6 mois et 6 mois. Pourquoi? Parce que le problème de l'époque, c'était la mortalité materno-infantile. Oui. C'est-à-dire qu'il fallait préparer le généraliste de l'époque à ce qu'il puisse répondre à cette demande. Et c'est très bien. Mais maintenant, les défis ils ont changé. Les problèmes ont changé. Les problèmes de santé ont changé, les maladies chroniques, etc. Il y a les risques émergents qui arrivent. Il y a les menaces malveillantes. Qu'est-ce qui me dit que demain, quelqu'un va vous envoyer quelque chose dans une boîte de chocolat ou quelque chose? Il faut se préparer à tout ça. Donc, il est très important. Mais moi, j'ai senti, je sens vraiment qu'il y a une prise de conscience actuellement qu'il est temps qu'on revoie un peu tous ces problèmes d'orientation au niveau de la politique de santé. C'est la même chose. Il y a beaucoup. On est en train de travailler, d'affronter le 21e siècle avec tous ces risques, avec un concept, une conception organisationnelle qui est très ancienne. Oui. Hein. Il y a des confrères qui n'arrêtent pas de militer pour un institut de veille sanitaire. Ils ont raison. Ils ont raison. Maintenant, la surveillance. Vous savez que l'épidémie d'Ebola de 96, comment elle a été dépistée? Parce que le réseau de surveillance Promed signale, suit de façon très importante les appels téléphoniques. Et c'est ce qu'utilise Veille Sanitaire également. Il y a des gens qui s'appellent, tiens, j'ai ça, tiens, il y a un problème de santé qui se passe quelque part. C'est-à-dire que maintenant, on utilise même les techniques d'information et de communication pour dépister, pour diagnostiquer un phénomène épidémique quelque part. Et ça, c'est très important. Si on reste dans les courriers par voie épistolaire, etc., on sera toujours en retard. En termes, pour revenir à cette volonté politique, on constate qu'il y a Moi, un changement. Oui. Moi, je la sens, la volonté politique. Je la sens. Et je l'espère, je crois qu'on a compris. Et si on n'a pas compris, on va le payer très cher. D'accord. Alors, de la riposte aux menaces. De la riposte aux menaces. Alors, oui. Donc, alors, de la riposte aux menaces. La riposte aux menaces, qu'est-ce qu'on. Vous savez, les menaces, elles sont pérennes. Hein. Elles ne vont pas finir. On ne vit pas dans une bouteille. Quand les premiers cas d'infection à VIH sont apparus aux États-Unis, il y a certains en Algérien qui disaient ça ne nous arrivera pas parce que nous sommes des musulmans, etc., etc. Les maladies ne connaissent pas de frontières. On le paye. Le monde est devenu petit. Les Algériens voyagent beaucoup, partout. Et maintenant, cette riposte, elle doit répondre à. Il y a des phénomènes microbiologiques mondiaux, des alertes, la grippe H5N1, le H1N1, le SRAS, etc. Mais il faut comprendre une chose, c'est que l'Algérie, en dehors de ces menaces qui sont mondiales, globalisées, nous avons une interface, l'Algérie est prise en tenaille par deux interfaces. L'interface méditerranéenne au nord, qui l'expose avec ses voisins, le Maroc, la Tunisie, la Libye, à tout ce qui se passe dans le bassin méditerranéen. L'exemple type, c'est l'introduction d'Aedes albopictus en Algérie. L'introduction du moustique tigre, qui est rentré en Algérie. C'est la menace nord. Les premiers cas observés en Algérie, ils sont venus du nord. Okay. Donc cette interface nord, et puis vous avez l'interface sud, subsaharienne, qui expose l'Algérie à toutes les pathologies subsahariennes tropicales. Avant, il y avait le désert, mais maintenant le désert, il a été ouvert, c'est devenu poreux, avec la transsaharienne, etc. Donc, ces deux trucs, ces deux interfaces sont des menaces.
Et il ne faudrait pas que l'Algérie le comprenne wahda. Il faudrait que le Maroc, la Tunisie, moi je pense qu'ils doivent unir leurs fonds. Ils doivent unir leurs compétences et leurs politiques pour créer, je ne sais pas, un institut d'expression, un institut de surveillance maghrébin, comme ils l'ont fait en Europe. Ils ont créé le CDC européen. Et pourquoi nous, on ne créerait pas le CDC maghrébin? Pourquoi on ne le créerait pas pour partager? Nous partageons les mêmes risques. Pourquoi on n'utilise pas les moyens, les mécanismes de protection et les mécanismes de surveillance? C'est très important. OK. Pour ça, c'est une perspective très intéressante qui relève bien sûr de la volonté politique et de cette entente avec nos voisins et frères, autant tunisiens que marocains, à échelle maghrébine, pour la mise en place de cet observatoire, de veille sanitaire. Piste explorée effectivement, dans le cadre de la prise de conscience pour les professionnels de la santé, la prise de conscience et la sensibilisation des populations face à ce risque, parce qu'on voit un peu un laisser-aller de la part de nos populations malheureusement, qui ont tendance plutôt à négliger, à ne pas prendre la bonne mesure de cette épidémie relativement grave. Ouais. Je crois que c'est un peu de notre faute. Hein. C'est un peu de notre faute parce que nous n'avons pas été très proches du citoyen et peut-être qu'on n'a pas su transmettre les messages de tout le temps, pas uniquement cette fois-ci. Hein. On n'a pas su communiquer. J'attire l'attention pour dire que, et j'aimerais bien que le souligner encore, pour moi, c'est le ministère de la Santé, c'est la première fois qu'il y a eu des efforts de communication de façon palpable et remarquable. Ça vaut ce que ça vaut. Il y a toujours des gens qui vous disent que ce n'est pas insuffisant, que c'est faux, etc. Je m'en fous, même si c'est faux. Mais c'est la première fois que j'ai un détail chaque jour du nombre de cas qui sont touchés. Il n'y a pas longtemps, l'épidémie de rougeole, on n'avait aucune information. L'épidémie de choléra, on a des informations qui sont un peu comme ça. Mais maintenant, il y a quand même une prise de conscience en termes de communication et de diffusion des informations. C'est la première fois que des portails sont ouverts. Vous cliquez, vous avez toutes les informations, toutes les recommandations. C'est la première fois que vous voyez à la télévision des spots de publicité, etc., de prévention, de protection, etc. C'est la première fois qu'il y a des émissions de débat, etc. Ça vaut ce que ça vaut, je m'en fous. Mais ça veut dire qu'on a évolué dans le mécanisme d'expression. Et c'est ça très important. Après, on va changer. La qualité viendra après. Mais l'important, c'est que il y a une cassure. Il y a une question, ça veut dire qu'on a ouvert le débat, on a ouvert la communication avec les citoyens. Et ça, c'est très important et c'est à enregistrer comme positif dans la politique sanitaire actuelle. D'accord. Alors, je ne fais pas dans le sens du poil. Hein, voilà. Alors, il y a aussi, face à cette vague immense, cette marée d'informations, pour le professionnel de santé, tout autant que la population, parce que c'est lui qui retransmet ces informations entre l'information officielle, l'information validée et ce qu'on trouve, parce que maintenant les gens, nous sommes dans les générations connectées et il y a des fake news, il y a un certain nombre d'informations qui perturbent un peu les professionnels de la santé, hein, pour répondre aux questions des citoyens. Quelles recommandations pourriez-vous faire sur la chose, le choix de l'information? Ok. Alors, c'est ce qu'on appelle la mésinformation. Hein. Alors, la mésinformation, elle est aussi vieille que l'homme, elle est aussi vieille que les maladies, elle est aussi vieille, elle a toujours accompagné. On appelle la grippe espagnole, c'est pas parce qu'elle est d'origine espagnole, parce que l'Espagne n'a pas participé à la guerre, et que c'était la seule à en parler, donc on a appelé la grippe espagnole. Donc, c'est la mésinformation, c'est la diffusion d'informations qui sont fausses, insuffisante ou erronée, ou bien de façon innocente, ou bien quelquefois même de façon malveillante, hein, quelquefois de façon malveillante, dans un esprit bien particulier, hein, pour créer le doute vis-à-vis d'une information officielle. C'est ça que la mésinformation. Et cette mésinformation est tellement devenue importante que l'OMS l'a inscrite comme une des principales priorités sanitaires du 21e siècle. Les 10 priorités, la mésinformation. Hein. C'est très important, ça. Alors, ce qui se passe, c'est que, vous savez, les gens, quand le discours officiel n'est pas fluide, quand le discours officiel n'est pas rassurant, il laisse planer un doute, et le doute est vite récupéré. D'accord. C'est pour cette raison que la communication doit être juste, posée, pondérée, réelle, et surtout juste. On ne crée pas le doute.
Ok. Donc, Maintenant, on ce qui peut se se passe, fier, c'est cette relation de confiance donc pour oui, l'information voilà, voilà. officielle, se fier donc à cette information officielle. L'État assume ses responsabilités pour éviter de perturber un peu donc c'est un Ouais. peu dans cette voie que vous nous orientez. Oui, oui, Voilà. bien sûr. Bien sûr, écoutez, c'est extraordinaire. L'Algérie il passe son temps à regarder tout ce que vous voulez, à surfer un peu partout, à partager toutes les vidéos, Flan a dit telle chose, Flan a dit telle chose. Mais quand vous lui dites que le mail vient de publier, je trouve que c'est faux. Pourquoi ce serait faux? Pourquoi il va mentir? Oui, S'il veut mentir, il n'avait pas à le dire du tout. Maintenant, l'information, elle est juste. Maintenant, le détail de l'information, tu n'as pas à le savoir. Le détail de l'information est réservé à ceux qui sont compétents, à ceux qui doivent gérer la crise. ok. Ok, c'est pas au premier citoyen de savoir que tel flamme est mort de SDRA ou d'avance multiviscérale ou qu'il avait une pneumonie ou qu'il avait. C'est pas son problème. Son problème à lui, l'État doit donner la mesure des choses. Pourquoi on donne la mesure des choses? Pour accompagner les mesures de prévention et de lutte, pour amener les gens à comprendre comment il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Tout à fait. Si, Mais, si, si on reste dans le discours rassurant, oui, c'est bien, non, il n'y a rien, oui, c'est une grippette, restez comme ça, et puis ça va nous exploser. Donc, il y a quand même, moi j'avoue sincèrement, j'ai bien aimé, il y a un effort de communication qui a été fait. Maintenant, il faut explorer d'autres canaux d'expression, mais c'est déjà le fait de passer le cap et de ne pas garder l'information stricte, de passer le cap de la communication libre, c'est déjà un acquis très important en termes de santé publique. professeur, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de notre émission. Peut-être le mot de la fin. Ben, le Peut-être mot le de mot la de la fin, fin, dernier conseil pour nos professionnels, pour les citoyens qui nous regardent. oui, écoutez, moi je suis un peu. Écoutez, moi je voudrais parler un peu de la. Vous savez pourquoi la Corée, la Chine, etc., ils ont réussi? Parce qu'il y a une conscientisation, il y a une conscientisation citoyenne. Être citoyen, c'est avoir des devoirs dans la cité. OK? Très bien. Être citoyen aussi, c'est assumer ses devoirs vis-à-vis de cette cité. Ton devoir, c'est de t'inscrire dans une politique de citoyenneté. On parle de démocratie participative. On peut parler aussi de la citoyenneté participative. OK? On n'a pas été proche beaucoup de nos citoyens. Il faudrait qu'on s'y mette nous aussi. Il faudrait qu'on s'y mette, qu'on soit plus proche. Il faudrait qu'on cache cette rupture parce qu'on crée un doute et quand on crée un doute, beaucoup d'autres personnes vont, vont entrer dedans. Je Ok. sais pas, je sais pas si j'ai suffisamment dit choses. La conscience citoyenne, le message est passé. Le- Écoute, c'est très simple, c'est très simple. Écoute, on peut dire très simplement, hein, بالمفهوم الديني بالمفهوم الديني il y a deux choses. كاين طاعون في بلاصه في فلانيه ما تروحش ليها ولا كان طاعون في بلادك ما تخرجش من بلادك. Ok, c'est très simple. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est pas moi. Si tu es musulman, applique-le. Ok. Deuxième chose. في سورة النملة في سورة النمل quand la chef des fourmis a dit à sa tribu, cachez-vous dans vos maisons parce que les soldats de Suleiman vont passer, ils vont vous écraser. C'est quoi? Ça veut dire allez vous confiner. Tu vois? Eh bien, l'État, les autorités de santé vous disent, protégez-vous, n'allez pas vers le truc. Le mal est là, protégez-vous, confinez-vous, prenez les mesures. Alors celui dit comme, ne vous embarrassez pas. Il dit, mais on ne va pas répéter, ça se répète chaque jour. Moi, je crois qu'il faut passer à la deuxième étape, c'est-à-dire que en dehors de... il faut informer, Oui. il faut sensibiliser, il faut former, il faut des mesures. C'est Sévérité. pas possible. Oui. Ah ouais, moi je suis pour. Il faut c'est fermé, relationnel chez toi, etc. D'accord. Voilà. Ben, écoutez, donc merci encore une fois. Donc c'est
la conscience citoyenne qui est extrêmement importante. Donc c'est un appel qui est lancé à l'ensemble de nos concitoyens. C'est la qualité de l'information que les professionnels de la santé transmettront à nos concitoyens. Donc, professeur Hamouda Rabah, merci encore une fois d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir éclairé un peu sur cette épidémie. On comprend un peu mieux les enjeux, donc on pourra, j'espère, Inch'Allah, mieux la combattre. Quant à vous, amis auditeurs, je vous donne rendez-vous à une prochaine... Je peux ajouter un mot, Marc. Oui, on peut parler de choses, après du traitement, de prise en charge, etc. La prévention un autre jour, mais bon, ça c'est un peu pour donner un peu l'aspect global. Et ça, c'est mon avis tout à fait personnel. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Hamouda. That's good. C'est bon.